Dans les profondeurs insondables de l'océan, une bête d'acier émerge. Son ombre gigantesque projette une nouvelle ère sur les eaux mondiales. Le déploiement de cette machine, le Kniaz Pojarski, n'est pas un simple événement naval, c'est un message codé, une déclaration faite aux puissances du monde. Question à vous, où vous regardez-nous? Écrivez la ville et le pays. Il y a quelques mois, des blocus et des sanctions occidentales secouaient la mer Noire, visant à asphyxier la Russie. Ces tentatives de strangulation économique et stratégique ont engendré une réponse qui vient des abysses. Le sous-marin nucléaire russe Kniaz Pojarski, de classe Boré, a quitté les chantiers navals de Severodvinsk. Le président Poutine lui-même a hissé le drapeau sur CE Titan sous-marin. C'est un acte hautement symbolique. Le Kniaz Pojarski n'est pas une machine de guerre ordinaire, c'est une bête sous-marine qui ne patrouille pas, elle guette, elle ne navigue pas, elle menace. Question à vous, dans les commentaires, noterez-vous de quel pays vous nous regardez actuellement, pourquoi cela importe-t-il maintenant? Ce déploiement survient après des tensions croissantes, des sanctions occidentales ont visé la Russie, ces mesures ont été perçues comme une tentative de domination unipolaire. Le Kniaz Pojarski représente une nouvelle phase de la doctrine navale russe. C'est le signal d'un changement radical des règles du jeu maritime. La Russie affirme sa résilience, elle montre sa capacité à riposter. La question n'est plus si il y aura un affrontement naval, mais oh, quand le monde est-il prêt pour cette nouvelle ère de confrontation sous-marine? Qu'est-ce que nous devrions vérifier dans la prochaine publication? Une thèse, par exemple, la vitesse des sous-marins, les versions affluent. Selon les porte-paroles russes, la Russie a toujours voulu protéger ses routes commerciales vitales, ses intérêts énergétiques. Elle cherche à affirmer sa souveraineté nationale et culturelle. Pour eux, c'est un grand retour sur la scène maritime mondiale. Ils parlent de suprématie navale, pas seulement de parité. L'Occident, Washington, Londres, Bruxelles sont décrits comme cherchant à acculer la Russie économiquement et territorialement. Ils veulent maintenir une domination unipolaire. Ils seraient aveugles à la stratégie du futur de la Russie. À qui faites-vous confiance à ces sujets dans la région? Un orateur ou un média? Ce déploiement est-il une réponse calculée à des décennies de pression occidentale? C'est la ligne officielle. Des mouvements similaires coïncident ailleurs dans le monde. Hasard? Les schémas suggèrent quelque chose de beaucoup plus sinistre. La question n'est plus s'il y aura un affrontement naval, mais quand? Pour Moscou, chaque pression génère une réponse exponentiellement plus grande. Cette réponse vient d'émerger des profondeurs de l'océan. La marine russe s'est modernisée, elle a appris de l'expérience du combat réel en mer Noire. Le Niaz Pojarski peut lancer des missiles Bulava, 16 missiles intercontinentaux par sous-marin avec des ogives multiples de 150 kilotonnes. C'est un facteur de peur maximaliste. Dans le passé, la guerre froide a vu une course aux armements navals et sous-marines. Cette situation actuelle y fait écho. Le retour de la Russie dans les océans mondiaux rappelle une gloire passée. La doctrine navale russe a évolué. De la défense côtière, elle est passée à la projection de puissance stratégique globale. Les sanctions et les blocus occidentaux sont présentés comme la cause directe de cette confrontation. L'amiral Gorshkov, près de Cuba, n'est qu'un exemple. C'est une démonstration de force, une provocation. L'Arctique se transforme en un axe militaire logistique stratégique. Est-ce là le futur front de bataille? Partagez cette vidéo avec des amis si vous êtes d'accord avec cette analyse des événements récents. Que va-t-il se passer ensuite? Les prochains mois seront cruciaux. La Russie prévoit d'occuper la deuxième place mondiale en matière de navires de combat océanique d'ici 2030. Un système d'intelligence artificielle, SCIF, est attendu pour 2026. L'IA sera intégrée pour l'analyse, la proposition d'action et la coordination. Le Mar ne sera plus un espace neutre. Un affrontement naval pourrait être inévitable. La destruction potentielle des formations navales multinationales de l'OTAN en quelques minutes est une possibilité évoquée. Où se situe la ligne rouge entre CES deux parties? Une phrase. Le meilleur scénario pour la Russie serait une affirmation en tant que puissance maritime formidable. Elle protégerait ses routes commerciales et sa souveraineté culturelle. Elle deviendrait co-auteur de l'équilibre global. Elle espère que l'Occident reconnaîtra sa supériorité. Pour l'Occident, le pire scénario est la perte de l'avantage stratégique. Leur flotte deviendrait obsolète. Ils seraient incapables de faire face à la puissance sous-marine russe. Les continents trembleront face à cette marine russe. Le scénario
le plus probable est une escalade continue des tensions. Une course aux armements navals est en cours. L'utilisation de drones navals russes pour la reconnaissance, l'attaque et les contre-mesures pourraient radicalement modifier les tactiques de guerre navale. Oh, c'est une nouvelle forme de guerre hybride, la fin de la domination unipolaire et le contexte global. L'émergence d'un nouveau format d'influence globale est en cours. La Russie se positionne comme un co-auteur de l'équilibre global. Pour la Russie, les gagnants sont eux-mêmes. Ils gagnent en souveraineté, en puissance, en capacité à projeter leurs forces. Leurs alliés en bénéficieront. L'Occident serait le perdant avec une perte d'influence. Leur hégémonie serait remise en question. Ils peineraient à contenir la Russie. Les pays côtiers seraient directement affectés par les tensions maritimes. Pour la Russie, le déploiement de CE sous-marins est un pas vers l'affirmation de sa souveraineté, un symbole de sa résilience. Elle se voit comme un titan renaissant. Votre prédiction pour la date exacte de cet événement, mois, année, plus une raison, l'Occident voulait les priver de flotte. En revanche, ils construisent une armada qui fera trembler des continents entiers. C'est une idée de vengeance, de triomphe face à l'adversité. Le kniaz Pojarski n'est pas une machine de guerre, mais une bête sous-marine. Il ne patrouille pas, il guette, il ne navigue pas, il menace. La cérémonie de Poutine hissant le drapeau sur cette bête renforce l'image de la cohésion nationale derrière cette puissance. Les dents au lieu des drapeaux, des drones au lieu des mâts, soulignent une approche pragmatique et modernisée, abandonnant le cérémonial pour l'efficacité. Ce déploiement est une réponse calculée à des décennies de pression occidentale, suggérant une planification méticuleuse et une patience stratégique. Le déploiement du Pozarski coïncide avec des mouvements similaires ailleurs dans le monde. Hasard, les schémas suggèrent quelque chose de beaucoup plus sinistre. La question n'est plus s'il y aura un affrontement naval, mais quand. C'est une prédiction inévitable de conflit mettant l'Occident comme responsable par son inertie. La Russie vise à protéger les routes commerciales vitales, les intérêts énergétiques, la souveraineté nationale et culturelle. C'est un retour en force sur la scène maritime mondiale. Ils veulent affirmer une suprématie navale, pas seulement une parité. L'Occident est accusé de vouloir acculer la Russie économiquement, territorialement et de maintenir une domination unipolaire. Leur analyse du passé les aveugle face à la stratégie du futur de la Russie. Le choc du sous-marin invisible est une force de dissuasion mobile et invisible. Son émergence des profondeurs de l'océan est dramatique. La menace nucléaire est réelle. Les missiles Bulava peuvent traverser n'importe quel système de défense connu. Leurs ogives multiples de 150 kilotonnes engendrent une peur maximale. L'obsolescence des porte-avions américains est soulignée. La furtivité russe est présentée comme le remplacement choquant de l'hégémonie navale. L'Arctique devient un axe militaire logistique stratégique. La vengeance de la flotte est un thème récurrent, construire une armada qui fera trembler des continents entiers après que l'Occident ait voulu la détruire. Les risques politiques et militaires sont clairs. Un nouvel ordre mondial se décidera en mer, un affrontement naval est presque inévitable. La destruction potentielle des formations navales multinationales de l'OTAN en quelques minutes est une possibilité. La Russie éviterait la perte de son initiative stratégique et de son accès aux points critiques de la planète grâce à sa marine puissante. Dans le meilleur scénario pour la Russie, elle s'imposerait comme puissance maritime formidable, garantissant ses routes commerciales et sa souveraineté culturelle. Elle deviendrait co-auteur de l'équilibre global, l'Occident reconnaissant sa supériorité. Le pire pour l'Occident serait la perte de l'avantage stratégique, l'obsolescence de leur flotte et l'incapacité de faire face à la puissance sous-marine russe. Les continents trembleront face à la marine russe. Le scénario probable est une escalade continue des tensions et une course aux armements navals. La mer ne sera plus un espace neutre. Un développement inattendu serait l'utilisation de drones navals russes pour des reconnaissances, attaques et contre-mesures intégrées, modifiant radicalement les tactiques de guerre navale. Les gagnants seraient la Russie, avec un gain de souveraineté, de puissance, de capacité à projeter sa force, ainsi que les alliés de la Russie qui bénéficieront de la protection des routes commerciales. Les perdants seraient l'Occident, avec une perte d'influence, d'hégémonie, de capacité à contenir la Russie et les pays côtiers affectés directement par les tensions maritimes.
Historiquement, la guerre froide et la course aux armements navals et sous-marines sont des parallèles évidents. Le retour de la Russie dans les océans mondiaux évoque une gloire passée. La doctrine navale russe a évolué d'une défense côtière à une projection de puissance stratégique globale. Les sanctions et blocus sont présentés comme la conséquence directe des tentatives occidentales d'asphyxier la Russie. Des actions récentes incluent le déploiement du Kniaz Pojarski, des opérations en mer Noire pour nettoyer la flotte de la rouille et de la propagande, des exercices militaires russes en Méditerranée, mer de Chine méridionale, Arctique et côte syrienne, et la présence de l'amiral Gorshkov près de Cuba. Le contexte global est un changement d'ordre mondial, la fin de la domination unipolaire et l'émergence d'un nouveau format d'influence globale avec la Russie comme co-auteur de l'équilibre global. La guerre hybride incorpore l'IA et les drones navals. La marine est présentée comme gardienne des ressources naturelles et des routes commerciales vitales russes. Le ton est alarmiste, urgent, triomphaliste pour la Russie, accusateur envers l'Occident. Il y a de la peur des conséquences directes de la puissance destructrice des missiles nucléaires, de la colère contre les sanctions et les décennies de pression occidentale, de la fierté et de l'espoir pour la Russie. Elle renaît d'une période de faiblesse, ayant anticipé et dominant le futur de la guerre navale. La manipulation est évidente, langage émotionnel, simplification binaire, héros contre méchants, appel à l'urgence, généralisation, récit de vengeance. La Russie est présentée comme résiliente, stratégique, innovante, puissante, vindicative, avec Poutine comme figure charismatique et déterminée. L'Occident est arrogant, aveugle, dépassé. Le Kniaz Pozharsky est le huitième sous-marin de classe Boré. Sept autres sont en production. Le Potemkin a une portée de 9000 km. 70 navires, militaires et civils, sont en construction. La marine russe vise la deuxième place mondiale d'ici à 2030. Un système IA Skiff est prévu pour 2026. La mer est-elle devenue le nouveau champ de bataille silencieux du XXIe siècle où les abysses dictent désormais les règles du jeu géopolitique? Levez la main si vous avez appris quelque chose de nouveau. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié cette analyse. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour relancer le débat, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour toujours obtenir des informations vérifiées et des perspectives sur l'avenir de la politique mondiale. L'Arctique, nouvelle frontière stratégique, astérisque, astérisque. L'Arctique est en train de devenir un pivot géostratégique majeur, avec le réchauffement climatique rendant les routes maritimes plus accessibles pour une plus longue période de l'année. La Russie, forte de sa plus grande côte arctique, y développe activement SES infrastructures militaires. Cela inclut la modernisation de bases navales, la construction de brise-glaces nucléaires de pointe capables d'assurer une présence continue et le déploiement de systèmes de défense côtière et de détection sous l'eau. Ces efforts visent à sécuriser les vastes ressources naturelles non exploitées de la région, pétrole, gaz, minéraux, et à contrôler les futures routes maritimes commerciales de l'Est, la route maritime du Nord, qui relie l'Asie à l'Europe plus courte que le canal de Suez. L'Arctique offre également un avantage stratégique pour le déploiement furtif de sous-marins lanceurs d'engins balistiques, réduisant les temps de volume vers des cibles potentielles en Occident. La présence accrue de la Russie dans cette région est perçue par l'OTAN comme une menace à la liberté de navigation et un accroissement des tensions, CE qui a entraîné une augmentation des patrouilles et des exercices militaires de la part des pays riverains de l'OTAN. La compétition pour le contrôle de l'Arctique est un parfait exemple de la course aux armements navals et sous-marines qui se déroule actuellement, ajoutant une couche supplémentaire de complexité et de danger aux dynamiques géopolitiques mondiales. Astérisque, astérisque, la doctrine navale russe et son évolution post-guerre froide, astérisque, astérisque. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la marine russe a connu une période de déclin significatif marquée par le manque de financement, la vétusté de SES équipements et la perte de son personnel qualifié. Cependant, sous la direction de Vladimir Poutine, une refonte ambitieuse a été entreprise au début des années 2000. La doctrine navale russe, qui était auparavant axée sur la défense côtière et la dissuasion nucléaire sous-marine, a évolué pour inclure la projection de puissance à l'échelle mondiale. Cette transformation s'est matérialisée par des investissements massifs dans la construction de nouveaux navires de surface, frégates, corvettes et destroyers, le développement de technologies sous-marines avancées et l'intégration de systèmes d'armes sophistiqués, notamment les missiles de croisière calibre et les missiles hypersoniques Zircon.
L'objectif de cette évolution est de permettre à la marine russe d'opérer efficacement dans toutes les zones océaniques, de protéger les intérêts nationaux russes à l'étranger, d'assurer une présence navale stratégique dans des régions clés comme la Méditerranée, la mer de Chine méridionale ou l'Arctique, et de contrer CE que Moscou perçoit comme une expansion de l'influence de l'OTAN. La refonte ne se limite pas à l'acquisition de nouveaux matériel, elle comprend également une modernisation de la formation, des tactiques et de la logistique navale. Les exercices conjoints avec des alliés comme la Chine et l'Inde sont également devenus plus fréquents, témoignant de la volonté de la Russie de renforcer SES partenariat et de diversifier SES alliance stratégique. Le Kniaz Pojarski, avec sa capacité à transporter des missiles balistiques intercontinentaux, est l'incarnation de cette nouvelle doctrine, soulignant la volonté de la Russie de maintenir un statut de puissance militaire de premier plan sur la scène mondiale, l'impact des sanctions occidentales et la réponse de Moscou, astérisque, astérisque. Les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux à la Russie, notamment après l'annexion de la Crimée en 2014 et plus récemment après l'invasion de l'Ukraine en 2022, ont eu des répercussions significatives, initialement conçues pour affaiblir l'économie russe et réduire sa capacité à financer SES opérations militaires. CES mesures ont parfois eu un effet inattendu, alors que certains secteurs de l'économie russe ont été touchés, notamment l'accès aux technologies de pointe et le financement international. Le gouvernement russe a réagi en accélérant sa politique d'autosuffisance et en renforçant SES liens économiques avec des pays non occidentaux, notamment la Chine et l'Inde. Dans le domaine militaire, les sanctions ont contraint la Russie à développer ses propres capacités industrielles et technologiques, notamment dans la production de composants électroniques et de systèmes d'armes avancés. Bien que cela ait pu entraîner des retards dans certains programmes, cela a paradoxalement renforcé la résilience de l'industrie de défense russe. Sur le long terme, le déploiement du Kniaz Pozharsky et la modernisation de la marine russe peuvent être interprétés comme une réponse directe à CES pression. Pour Moscou, CES navires et sous-marins sont non seulement des outils de défense, mais aussi des instruments de projection de puissance et de démonstration de force face à CE qui est perçu comme une tentative occidentale de contenir la Russie. La rhétorique et les actions du Kremlin sont claires. Les sanctions ne briseront pas la volonté de la Russie de défendre ses intérêts nationaux et d'affirmer son rôle sur la scène mondiale. Au contraire, elles ont alimenté un sentiment de détermination et ont renforcé l'unité nationale autour de la politique étrangère et de défense du Kremlin. La dépendance réduite vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement occidentales et l'augmentation des échanges avec des pays partenaires indiquent une réorientation stratégique majeure visant à créer un bloc économique et militaire alternatif à l'hégémonie occidentale. Non, cette résilience face aux sanctions est un élément clé de la narration russe qui présente le pays comme capable de surmonter les obstacles et de tracer sa propre voie dans un monde multipolaire. Astérisque, astérisque, la guerre hybride et l'intégration de l'IA et des drones navals. Astérisque, astérisque, la guerre moderne ne se limite plus aux affrontements conventionnels. Le concept de guerre hybride qui combine des tactiques asymétriques, des opérations de désinformation, des cyberattaques et des démonstrations de force militaire est devenue une composante essentielle de la stratégie russe. Dans le domaine naval, cette approche se traduit par l'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, IA et les drones navals. Le projet SKIF, un système d'IA prévu pour 2026, illustre cette ambition. SKIF visera à améliorer l'analyse des données, la prise de décision stratégique et la coordination des opérations maritimes. Il pourrait potentiellement révolutionner la manière dont la marine russe identifie les menaces, planifie SES missions et optimise l'utilisation de SES ressources. Les drones navals, qu'ils soient sous-marins, UUV ou de surface USV, sont également au centre de cette modernisation. La Russie investit dans le développement de drones capables d'effectuer des missions de reconnaissance, de surveillance, de guerre électronique, de pose de mines et même des attaques ciblées. Ces drones peuvent réduire le risque pour le personnel humain, accéder à des zones dangereuses ou difficiles d'accès et fonctionner de manière autonome pendant de longues périodes.
Leur utilisation pourrait changer radicalement les tactiques de guerre navale, rendant les flottes ennemies plus vulnérables aux attaques furtives et réduisant la nécessité de déployer de grands navires de surface dans des environnements à haut risque. L'intégration de l'IA et des drones navals conférerait à la Russie un avantage stratégique en termes de renseignement, de rapidité d'exécution et de capacité à opérer dans des environs contestés. Cela introduirait également de nouvelles considérations éthiques et légales concernant l'autonomie des systèmes d'armes et la responsabilité en cas d'erreur. Pour l'Occident, cela représente un défi majeur nécessitant des investissements similaires dans CES Technologies pour maintenir un équilibre des forces, la course aux armements. S'étend désormais au domaine de l'IA et de la robotique, où l'innovation et la rapidité de développement seront essentielles pour préserver la supériorité navale. Astérisque astérisque, la flotte de classe Boré, fer de lance de la dissuasion nucléaire russe. Astérisque astérisque, le Kniaz. Podjarski fait partie de la classe Boré, désignation russe. Projet 955 Boré et projet 955 à Boréa, qui est la classe de sous-marins lanceurs d'engins balistiques SSBN, la plus récente et la plus avancée de la marine russe. Conçue pour remplacer les classes Delta 3 et Typhoon, CES sous-marins sont le pilier de la force de dissuasion nucléaire stratégique de la Russie. Chaque sous-marin de classe Boré est capable de transporter 16 missiles balistiques intercontinentaux Bulava type SSN-32, chacun pouvant être équipé de jusqu'à 6 attentes ogives nucléaires à tête multiple avec une portée estimée à plus de 8000 km. La capacité de lancement simultané de CES missiles crée une menace de destruction mutuelle assurée à MAD extrêmement puissante, conçue pour dissuader toute attaque contre la Russie ou SES intérêt. Les Boris sont également dotés de technologies de furtivité avancées, y compris une coque à double enveloppe pour la réduction du bruit, des systèmes d'insonorisation et l'utilisation de matériaux composites. Leur niveau de discrétion est comparable, voire supérieur, à celui de certains sous-marins occidentaux modernes. Leur habitat est également optimisé pour de longues patrouilles, permettant aux équipages de rester en mer pendant des mois sans être détectés. Oh, le programme Boré est un investissement stratégique majeur pour la Russie. Le Kniaz Pozharsky est le huitième sous-marin de cette série. Sept autres sont actuellement en production ou en phase de test, témoignant de l'engagement continu de la Russie à moderniser sa triade nucléaire et à maintenir une capacité de frappe secondaire résiliente. Alors que les sous-marins restent en mer de manière quasi constante, ils représentent une menace invisible et omniprésente, capable de délivrer une riposte dévastatrice en cas de conflit nucléaire. Cela renforce la position de la Russie en tant qu'acteur nucléaire incontournable sur la scène mondiale et contribue à l'équilibre des forces géopolitiques complexes. Astérisque, astérisque, les relations avec la Chine et l'émergence d'un bloc alternatif. Astérisque, astérisque. La montée en puissance de la marine russe ne peut être pleinement comprise sans prendre en compte le renforcement de SES relations stratégiques avec la Chine. Face à la pression occidentale, Moscou et Pékin ont intensifié leur coopération dans divers domaines, notamment militaires et économiques. Les exercices navals conjoints en mer de Chine méridionale, en Méditerranée et dans d'autres régions du monde sont devenus monnaie courante, témoignant d'une volonté partagée de contester l'hégémonie navale occidentale. Pour la Russie, CE partenariat avec la Chine offre un accès à de nouveaux marchés pour SES exportation d'énergie et de matériel militaire, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Pour la Chine, l'alliance avec la Russie permet d'obtenir des technologies militaires avancées, notamment dans le domaine des sous-marins et des systèmes de défense aérienne, et de renforcer sa position face aux États-Unis et à leurs alliés en Asie-Pacifique. Les deux pays partagent une vision commune d'un ordre mondial multipolaire où la domination unipolaire des États-Unis est remise en question. Cette alliance est plus qu'une simple commodité stratégique, c'est le fondement d'un bloc alternatif aux institutions et aux alliances occidentales. Elle se manifeste par une coopération au sein d'organisations comme l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui cherchent à promouvoir un cadre de gouvernance mondiale plus inclusif et moins dominé par l'Occident. La coordination dans les domaines de la cyberdéfense, de l'espace et des nouvelles technologies est également en hausse, renforçant la capacité collective de CES Nations à résister aux pressions extérieures.
L'émergence de CE blocs sino-russes a des implications profondes pour la sécurité maritime mondiale. En combinant leurs forces navales, CES puissances peuvent projeter leur influence dans des régions clés, défier les routes maritimes contrôlées par l'Occident et remettre en question l'ordre maritime établi. Le déploiement du Kniaz Pozharsky peut donc être vu non seulement comme une affirmation de la puissance russe, mais aussi comme un signe de la consolidation de CE, nouvel axe géopolitique qui redessine la carte de l'influence mondiale et promet une ère de compétition accrue en mer, astérisque, le rôle des points de coupure, choke points, et des routes commerciales, astérisque. La maîtrise des mers et des océans ne se limite pas à la simple présence de flottes, elle implique également le contrôle des points de coupure, choke point, et la protection des routes commerciales vitales. Les points de coupure sont des passages maritimes étroits et stratégiquement importants, tels que le détroit d'Ormuz pour le pétrole du Moyen-Orient, le détroit de Malacca pour le commerce entre l'Asie et l'Europe, le canal de Suez reliant la Méditerranée et la mer Rouge, ou encore la route maritime du Nord en Arctique. Pour la Russie, la protection de SES routes commerciales, notamment celles liées à l'exportation d'énergie et de matières premières, est primordiale pour sa sécurité économique. La marine russe est chargée de sécuriser CES voies maritimes, de surveiller les activités étrangères et de garantir la libre circulation de SES navires. Le déploiement de sous-marins avancés comme le Kniaz Pozharsky, capable d'opérer furtivement sur de longues distances, renforce la capacité de la Russie à protéger CES actifs stratégiques en toutes circonstances. Les points de coupure sont également des zones de vulnérabilité où les tensions peuvent rapidement dégénérer. Le contrôle de CES passage peut donner un avantage considérable en période de conflit en permettant de bloquer le commerce de l'ennemi ou de projeter de la puissance dans des régions clés. La présence navale russe dans des zones comme la Méditerranée via sa base navale de Tartus en Syrie ou la mer Noire vise à sécuriser SES accès à CES points névralgiques et à défendre SES intérêts géopolitiques. La compétition pour le contrôle des points de coupure est un aspect central de la rivalité entre les grandes puissances. Les États-Unis et l'OTAN s'efforcent de maintenir la liberté de navigation dans CES Zone, tandis que la Russie cherche à affirmer sa souveraineté et à étendre son influence. Cela crée un terrain propice aux confrontations potentielles où la moindre méprise pourrait avoir des conséquences internationales. Le Niaz Pozharsky et d'autres navires russes contribuent à cette stratégie en offrant une capacité de dissuasion et d'intervention rapide dans CES zone critique, renforçant le rôle de la marine comme garant des intérêts nationaux et comme acteur stratégique dans la géopolitique maritime mondiale. Allons la course à la technologie et l'obsolescence des systèmes anciens, la modernisation rapide des forces navales russes, en particulier avec des navires comme le Kniaz Pozharsky et des systèmes comme le Skif mettent en évidence une course incessante à la technologie. Cette course vise non seulement à atteindre la parité avec les principales puissances navales, mais aussi, si possible, à acquérir un avantage technologique décisif. L'accent mis sur la furtivité des sous-marins, la portée et la capacité de pénétration des missiles Bulava et l'intégration de l'IA pour la décision et la coordination sont des exemples de cette stratégie. Cette course à l'innovation a des implications directes sur l'obsolescence des systèmes d'armes plus anciens. Les porte-avions, par exemple, historiquement considérés comme le summum de la puissance navale, pourraient se retrouver vulnérables face à des missiles hypersoniques et des systèmes de défense avancés. Les sous-marins furtifs, capables de lancer des frappes dévastatrices à distance, réduisent la pertinence des grandes formations de surface et modifient les calculs stratégiques. La capacité à détecter et à neutraliser CES bêtes sous-marines devient une priorité absolue, poussant les puissances navales à investir massivement dans des technologies de détection sous-marine et des défenses anti-sous-marines. Pour l'Occident, cette évolution technologique pose un dilemme. Maintenir la supériorité navale exige des investissements massifs dans la recherche et le développement, ainsi que la modernisation de flottes existantes. Ignorer CES avancées russes pourrait entraîner une perte de l'avantage stratégique et une incapacité à faire face aux menaces émergentes. La compétition s'étend désormais au domaine de la guerre électronique, des communications sécurisées et des capacités cybernétiques, où chaque camp cherche à exploiter les vulnérabilités de l'adversaire. Les tactiques et doctrines navales doivent également s'adapter rapidement à CES nouvelles réalités, repensant l'emploi des forces et la répartition des ressources.
En somme, la mer est devenue un laboratoire d'innovation constante où les avancées technologiques redéfinissent la nature même de la guerre navale. Le Kniaz Pojarski n'est pas seulement un navire, c'est le symbole d'une nouvelle ère où la supériorité technologique peut inverser les équilibres de puissance et où l'obsolescence rapide des systèmes anciens devient un enjeu majeur pour la sécurité mondiale. Les nations qui négligent cette course à l'innovation risquent de se retrouver marginalisées dans le prochain chapitre de l'histoire navale. Astérisque, astérisque, la diplomatie coercitive et les démonstrations de force, astérisque, astérisque. Le déploiement du Kniaz Pojarski et la présence de navires russes comme l'amiral Gorchkov près de Cuba ne sont pas de simples mouvements militaires, sont des actes de diplomatie coercitive. Cette forme de diplomatie vise à influencer le comportement d'autres États par la menace de l'usage de la force ou par des démonstrations de capacité militaire. L'objectif est de projeter une image de puissance et de détermination sans nécessairement déclencher un conflit armé direct. Pour la Russie, CES démonstrations de force servent plusieurs objectifs. Premièrement, elles envoient un message clair aux États-Unis et à l'OTAN. La Russie est capable de projeter sa puissance bien au-delà de SU frontières et dans des zones traditionnellement dominées par l'Occident. La présence de navires russes dans les Caraïbes rappelle la période de la guerre froide et la crise des missiles de Cuba, une référence historique lourde de sens pour la politique étrangère américaine. Deuxièmement, CES Action vise à renforcer la crédibilité de la Russie auprès de SES alliés et partenaires potentiels. Elle montre que Moscou est un acteur capable de se tenir tête aux grandes puissances et de défendre les intérêts de SES amis. Cela peut encourager des pays comme Cuba, le Venezuela ou la Syrie à maintenir ou à renforcer leurs liens avec la Russie. Troisièmement, la diplomatie coercitive est un outil pour influencer l'opinion publique nationale et internationale. En présentant la Russie comme une puissance résurgente capable de défier les pressions occidentales, le Kremlin renforce le sentiment de fierté nationale et de soutien à sa politique. Au niveau international, cela peut semer le doute sur la capacité de l'Occident à maintenir son avantage stratégique et à contenir la Russie. Cependant, ces démonstrations de force comportent également des risques. Elles peuvent être perçues comme des provocations par les pays ciblés, augmentant le risque d'escalade et de malentendus. La ligne entre une démonstration de force et un acte d'agression est parfois mince et un incident imprévu pourrait rapidement dégénérer en un conflit. Néanmoins, pour la Russie, dans le contexte actuel de tensions accrues, ces actions sont considérées comme un moyen efficace de marquer son territoire et de faire entendre sa voix sur la scène mondiale. Elles participent à la redéfinition des règles du jeu géopolitique en remettant en question les normes établies et par la domination unipolaire. Astérisque, astérisque, la logique de la vengeance et du grand retour. Astérisque, astérisque. Le discours entourant le déploiement naval russe est imprégné d'une logique de vengeance et de grand retour qui résonne profondément dans la mémoire collective russe. Après la dissolution de l'URSS, la marine russe a connu une période de déclin perçue comme une humiliation nationale. Le grand retour sur la scène maritime mondiale symbolise la restauration de la grandeur et de la puissance russe, projetant une image de résilience face à l'adversité. Cette rhétorique de vengeance est directement liée aux pressions occidentales perçues, telles que les sanctions économiques, l'expansion de l'OTAN vers l'Est et les tentatives de CE que Moscou décrit comme une stratégie d'endiguement visant à affaiblir la Russie. Le déploiement de navires et de sous-marins avancés est présenté comme la réponse inévitable à CES Action, non pas comme une agression, mais comme une juste riposte. Le narratif est celui d'une puissance qui, bien que acculée, a su trouver les ressources pour renaître de ce cendre et défier ses adversaires. Ce grand retour est également associé à la protection des intérêts nationaux russes, qu'il s'agisse des routes commerciales vitales, des ressources énergétiques ou de la souveraineté culturelle. La capacité à projeter une force navale à l'échelle mondiale est considérée comme essentielle pour défendre CES intérêts et affirmer le statut de la Russie en tant que co-auteur de l'équilibre global. La marine est présentée comme le bras armé de cette ambition, capable de défendre les frontières maritimes du pays et d'intervenir dans des conflits lointains si nécessaire.
La fierté nationale joue un rôle crucial dans cette narration. Le hissage du drapeau par Poutine sur le Kniaz Pojarski est un acte symbolique fort destiné à mobiliser le soutien populaire et à renforcer la cohésion autour de la politique du Kremlin. Il s'agit de montrer que la Russie est un titan renaissant qui a su surmonter les épreuves et est désormais prête à affirmer sa puissance sur la scène mondiale. Cette logique de vengeance et de grand retour est donc plus qu'une simple propagande, elle est le reflet d'une profonde transformation de l'identité et de la politique étrangère russe, marquant une rupture avec l'ère post-soviétique et l'affirmation d'une nouvelle ère de confrontation. Astérisque, astérisque, les paradoxes de la dissuasion et de l'escalade, astérisque, astérisque, le déploiement du Kniaz Pozharsky, avec sa capacité à lancer des missiles nucléaires, s'inscrit dans la logique paradoxale de la dissuasion. L'objectif est de prévenir la guerre en menaçant de conséquences cataclysmiques. Plus la menace est crédible et dévastatrice, moins il est probable qu'un adversaire ose attaquer. Cependant, cette logique porte en elle les germes de l'escalade et de l'instabilité. La course aux armements navals et sous-marines en cours est un exemple de CE paradoxe. Chaque partie cherche à développer des systèmes d'armes plus performants pour renforcer sa propre dissuasion, mais CE faisant, elle peut inciter l'autre partie à faire de même, créant un cercle vicieux. L'innovation technologique, en particulier dans les missiles hypersoniques et les capacités de frappe à tête chercheuse, y réduit les temps de réaction et augmente le risque de frappe de décapitation ou de frappe préventive. CE qui peut rendre les conflits plus probables. De plus, la nature furtive des sous-marins complique la détection et la vérification des intentions, augmentant le potentiel de malentendus ou de calculs erronés. Un incident non intentionnel en mer, comme une collision ou une détection erronée, pourrait rapidement dégénérer si les canaux de communication sont opaques ou si la confiance est insuffisante. La destruction potentielle des formations navales multinationales de l'OTAN en quelques minutes, bien qu'hypothétique, souligne la rapidité et la létalité des conflits navals modernes. Les lignes rouges entre les parties sont de plus en plus floues. Les cyberattaques, les opérations de désinformation et les démonstrations de force peuvent être perçues comme des actes d'agression, même si elles ne sont pas des affrontements militaires directs. La question est de savoir jusqu'où chaque partie est prête à aller avant que la confrontation ne devienne inévitable. En fin de compte, la dissuasion est un exercice d'équilibre délicat. Elle nécessite une communication claire, un respect mutuel des capacités et une volonté de désescalade en cas de crise. Le Niaz Pozharsky, en tant qu'instrument de dissuasion nucléaire, souligne à la fois l'importance de la stabilité stratégique et les dangers inhérents à une course aux armements non contrôlés, où chaque gain de sécurité pour l'un peut être perçu comme une menace par l'autre. La mer, loin d'être un espace neutre, est devenue un miroir de CES paradoxe géopolitique où les profondeurs de l'océan cachent une tension latente prête